Bien, bonsoir à tous, bienvenue à The Family. Les startups et la dépendance, je vais me permettre d'abord de vous infliger, même si vous connaissez déjà tout ça très bien, une brève histoire de la dépendance, mais relue ou revue un peu à l'aune, au prisme de l'économie numérique. Si on regarde dans le passé, les personnes en situation de dépendance, notamment les personnes en situation de handicap ou bien les personnes âgées dépendantes, sont passées par plusieurs grandes phases. Il y a eu les phases où on enfermait les personnes en situation de dépendance parce qu'elles effrayaient, parce qu'elles ne s'inséraient pas dans l'ordre social. Il y a eu les phases où on les excluait, enfin bref, et tout ça c'est dominé par l'image qu'on a encore dans nos têtes, qui est celle des hospices, où en gros il y a la société qui fonctionne bien, avec un ordre social très puissant, très structurant, et puis ceux qui, parce qu'ils ils sont atteints d'un handicap ou dans une situation de dépendance pour X ou Y, pour telle ou telle raison, sont pris en charge par ces institutions d'assistance, en général opérées à l'époque par l'Église, mais dans un réflexe général qui reste animé plutôt par le rejet et l'exclusion. C'est seulement à partir du XVIIIe siècle et la période des Lumières qu'on a commencé à s'intéresser à la dépendance sous l'angle de l'innovation. C'est-à-dire non plus se demander comment on pouvait éloigner ces gens-là, mais comment on pouvait au contraire les accueillir et mieux les prendre en charge. Et donc c'est à cette époque-là que, ici vous voyez l'abbé de l'Épée qui présente ces premiers efforts pour développer une communication avec les personnes malentendantes, les jeunes sourds. Vous avez la création à l'époque de ce qui deviendra l'Institut des jeunes aveugles. Vous avez les premières tentatives de mettre au point des systèmes d'écriture et de lecture pour les sourds qui seront repris et améliorés ensuite par Louis Braille. Bref, donc il y a ce regard qui change et il y a l'irruption dans le champ du travail et de la réflexion sur la dépendance, de la science, de la recherche, de l'innovation. Et tout ça constitue un terreau évidemment assez fertile pour les innovateurs aujourd'hui qui s'attaquent à ces problématiques-là. Donc à l'époque, c'est surtout dans une logique d'assistance. D'assistance, pourquoi ? Parce que la dépendance reste marginale dans la société. Les gens ne vivent pas très vieux. Quand ils sont en situation de dépendance, ils sont en général pris en charge par leur famille. Et les cas de personnes qui sont isolées, qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins en situation de dépendance, sont tellement marginaux que on renvoie ça à la sphère de l'assistance et plus tard à la sphère de l'aide sociale. Le regard change sur tout ça beaucoup plus vite à l'époque du XXe siècle, pour plein de raisons. Il y a une raison assez évidente qui est le vieillissement de la population, c'est-à-dire le risque dépendance n'est plus un risque qui concerne une part marginale et minoritaire de la population, c'est un risque qui au contraire nous concerne tous potentiellement. On espère tous atteindre le grand âge et il est probable que quand on atteindra le grand âge, on sera nous-mêmes tous confrontés à une situation de dépendance. Et donc ça change évidemment le regard, parce que la dépendance n'est plus un mal qui affecte une petite partie de la population, mais c'est un mal que nous portons tous en nous et qui va nous exposer au problème des personnes en situation de dépendance un peu plus tard. Donc il y a une sorte d'universalité du risque qui change le regard. Une autre chose qui change le regard, c'est aussi la polarisation. L'histoire du XXe siècle, et notamment l'histoire des Trente Glorieuses, et à partir des années 70, c'est l'augmentation spectaculaire de la participation sur le marché de l'emploi, notamment avec les femmes qui quittent le foyer pour rentrer dans la population active et commencer à exercer un emploi. Et le fait que travailler devient la norme pour tous les individus, pas seulement pour le père de famille, travailler devient la norme, ça polarise la société parce que ça renvoie encore plus à la marge ceux qui, parce qu'ils sont en situation de dépendance, ne peuvent pas travailler. Et donc il y a cette polarisation un peu alarmante, il y a cette universalisation qui fait que tout le monde se pose des questions sur la dépendance. Il y a un regard qui change à partir des années 70 grâce à l'action militante des associations sur les personnes en situation de handicap. Et tout ça contribue à un changement de représentation du monde de la dépendance. C'est plus un mal qu'il faut traiter, c'est plutôt une situation qu'on doit aborder pour aider les personnes en situation de dépendance à conquérir leur autonomie. Et cette conquête de l'autonomie positionne avantageusement cette problématique de la dépendance du point de vue de l'innovation numérique. Je vais y revenir. Alors, dans l'intervalle, la dépendance provoque des inquiétudes, provoque des tensions.
c'est un phénomène qui monte, un risque qui devient plus visible, plus prégnant dans la plupart des sociétés développées. Ici, vous avez voilà, quelques courbes qui vous montrent l'évolution. Ça monte, que ça va coûter de plus en plus cher parce que la durée de vie s'allonge, qu'on va vivre plus longtemps, mais qu'on va vivre plus longtemps, pas forcément en bonne santé. Et la dépendance crée, avec le vieillissement de la population, des tensions de toutes parts. D'abord, ça représente un coût considérable sur les finances publiques, et les finances publiques, comme vous savez, ne sont pas dans leur meilleur état aujourd'hui. Quand on se retourne vers les pouvoirs publics pour leur dire mauvaise nouvelle, il va falloir payer beaucoup plus parce que de plus en plus de personnes vont être en situation de dépendance, les pouvoirs publics répondent nous, notre projet, c'est plutôt de payer beaucoup moins parce qu'il va falloir serrer les boulons. Il y a aussi des contraintes sur les finances des ménages. Les ménages sont confrontés à une pression permanente sur leur pouvoir d'achat. Leur pouvoir d'achat est capté en grande partie par des postes qui augmentent sans cesse, la santé, le logement. Et donc, quand on est sous cette contrainte, quand on est un ménage, c'est beaucoup plus difficile de faire face à sa propre situation de dépendance ou de participer à la prise en charge de proches, de membres de sa famille. Et le dernier élément, c'est que dans l'état actuel de la place des personnes en situation de dépendance dans notre économie, le fait qu'en général, parce qu'elles sont en situation de dépendance, ces personnes ont du mal à s'insérer sur le marché du travail ou renoncent tout simplement à s'insérer sur le marché du travail, ça provoque une dépression démographique qui pèse sur la croissance économique. Il y a des travaux de démographes et d'économistes qui montrent que la dynamique ou les différentiels de dynamique démographique d'un pays à l'autre expliquent une part substantielle des différentiels de croissance. Autrement dit, plus il y a de gens en situation de dépendance, moins ces gens travaillent dans l'état actuel de l'organisation de la société, et plus ça va provoquer un ralentissement de la croissance, avec du coup une spirale infernale, c'est-à-dire moins de croissance veut dire moins de rentrées, moins de prélèvements obligatoires, veut dire moins d'argent public pour prendre en charge la dépendance, et donc moins d'investissement dans l'autonomie des personnes en situation de dépendance qui du coup peuvent moins bien s'insérer sur le marché du travail. Alors tout ça fait monter les tensions dans un contexte où la dépendance devient de plus en plus un enjeu politique. C'est un enjeu politique depuis longtemps. Les personnes en situation de dépendance se sont rassemblées historiquement depuis plus d'un siècle dans des associations qui sont actives, qui sont visibles, qui se font entendre et qui pèsent sur les débats. Il y a une deuxième vague de mobilisation autour de tout ça qui naît avec l'activisme des patients et ce qu'on a appelé la démocratie sanitaire, c'est-à-dire les individus s'habituent de plus en plus à devenir acteurs de leur traitement dans le système de soins, à avoir leur mot à dire sur la façon dont ils sont pris en charge, accueillis dans des établissements. Et du coup, ça, évidemment, nourrit des tensions autour des situations de dépendance. Ensuite, il y a les tensions, les tensions politique entre ceux qui payent et ceux qui reçoivent et la difficile solidarité au sein d'une même génération entre les plus privilégiés qui ont beaucoup d'argent et qui s'en sortent très bien tout seuls et puis ceux qui ont moins d'argent et qui ont besoin d'aide. Il faut organiser la solidarité entre les plus aisés et les moins aisés et ça demande un consensus, un contrat social qui est difficile à défendre. Et il y a aussi enfin la tension entre les différentes générations, c'est-à-dire le vieillissement de la population, ça veut dire que nos parents restent en vie plus longtemps, ce qui est une bonne nouvelle, mais ça veut dire aussi qu'on est confronté plus longtemps à une charge économique très lourde pour prendre en charge leur éventuelle situation de dépendance. Et ça, évidemment, à l'échelle d'une famille, il peut y avoir des tensions, mais en général, on s'arrange et les liens familiaux sont là pour assurer la solidarité. Mais à l'échelle de génération, on commence à voir dans la presse et dans la littérature des articles qui pointent le fait qu'on dépense beaucoup pour les générations vieillissantes, notamment les baby boomers, que les jeunes qui rentrent sur le marché du travail ont eux aussi beaucoup de difficultés et que c'est leur mettre un fardeau un peu trop lourd qu'en plus de leurs difficultés d'insertion sur le marché du travail, d'insertion sur le marché du logement, de leur annoncer qu'il va falloir aussi qu'ils payent pour prendre en charge la dépendance de leurs parents. Bref, et donc tout ça, nous on le voit dans le monde des entrepreneurs, qui est un monde plutôt jeune, on voit dominer un peu ce ras-le-bol, non pas vis-à-vis des parents des entrepreneurs, mais vis-à-vis des générations plus âgées, qui renvoient l'impression d'avoir tout eu, des logements pas chers, la sécurité de l'emploi, un pouvoir d'achat extraordinaire, et les gens se disent, puisque nous on n'a pas ça, on s'affranchit du contrat social, on déserte les dispositifs de solidarité pour construire notre vie, créer nos entreprises, partir à l'étranger, se mettre à notre compte, etc. Et donc il y a un affaiblissement général du sentiment de solidarité qui est évidemment inquiétant du point de vue de la dépendance. Alors dans tout ça,
sur ce terreau plus ou moins fertile. Vous voyez qu'il y a un esprit d'innovation autour de la dépendance. Il y a aussi des tensions qui évidemment peuvent être inquiétantes, mais sont parfois vertueuses, parce que quand on affronte ces tensions, on peut faire avancer les choses et progresser. Arrive l'économie numérique. Alors l'économie numérique, elle date, sa date de naissance officielle, c'est 1971, c'est l'invention du microprocesseur. Le microprocesseur permet d'extraire la puissance de calcul des organisations. Avant le microprocesseur, un ordinateur, c'est une machine tellement énorme qui prend tellement de place que ça ne peut être acheté que par une entreprise pour ses besoins. Après le microprocesseur, l'ordinateur devient un micro-ordinateur, et puis ensuite il devient un smartphone, et toujours plus petit. Ça veut dire qu'il peut être utilisé non plus par une organisation, mais par un individu. Et donc, ce qui est très intéressant dans les vagues plus récentes d'innovation autour de la dépendance, c'est que c'est des innovations qui trouvent leur origine dans l'économie numérique, et que cette économie numérique, dès le départ, a été conçue comme une économie mise au service de l'autonomie des individus. Le microprocesseur nourrissait ce rêve des individus qui s'affranchissent des organisations, qui prennent leur autonomie, qui sont équipés d'une puissance de calcul, qui se connectent les uns aux autres et qui n'ont plus de compte à rendre à un supérieur hiérarchique ou à un dirigeant politique. Quand Steve Jobs et Steve Wozniak, que vous voyez là, assemblent les premiers micro-ordinateurs grand public dans leur garage à Palo Alto à la fin des années 70, c'est avec, bien sûr, avec l'ambition de faire des très belles affaires et de gagner beaucoup d'argent, mais aussi avec l'ambition de servir un idéal qui est celui que chacun ait son ordinateur personnel à la maison, et ayant cet ordinateur personnel ne soit plus dépendant d'une puissance de calcul détenue exclusivement par les pouvoirs publics ou par les entreprises. Et à l'époque, ça paraissait complètement fantasque, l'idée que les gens veuillent un ordinateur, parce que si on s'en souvient, on ne pouvait pas faire grand-chose avec un ordinateur. On pouvait faire de la bureautique, on pouvait faire des jeux vidéo, mais pas beaucoup plus, tant qu'il n'y avait pas Internet en tout cas. Mais ces gens-là ont néanmoins compris qu'il y avait un marché, qu'il y avait une demande d'autonomie de la part des individus, et que la technologie pouvait être mise au service de cette autonomie. Et je pense que toute l'histoire de l'économie numérique depuis cette date montre à quel point cette économie numérique est vouée à l'autonomie des individus par rapport aux organisations. Un deuxième élément qui préexiste à l'époque d'aujourd'hui, c'est le fait que depuis, je ne sais pas exactement quand, mais en plusieurs vagues à partir des années 70, on a commencé, pour améliorer le quotidien des personnes en situation de dépendance et des personnes en situation de handicap, d'édicter des normes d'accessibilité, d'imposer un certain nombre de cas de figure pour l'accès aux services publics, pour l'accès à certains bâtiments, pour l'accès à certains médias et à certains contenus, des normes qui étaient censées faciliter l'accès des personnes en situation de dépendance. Et ces normes, elles ont, ça fait partie du contexte, et donc c'est très important de le mentionner, elles ont un effet potentiellement vertueux pour l'innovation. Elles ont un effet vertueux pour l'innovation si elles fixent un objectif d'accessibilité ou d'autonomie, et qu'on laisse les individus, les opérateurs, les entreprises se débrouiller pour imaginer des nouvelles approches, des nouveaux produits, des nouveaux dispositifs pour réaliser cet objectif. Tout ça, ça a été documenté par des économistes. À gauche, vous avez Michael Porter, le père fondateur de la stratégie d'entreprise moderne, qui, après s'être intéressé à la stratégie d'entreprise, s'est intéressé à la compétitivité des nations. Et il a mis en évidence dans ses travaux dans les années 90 à quel point des pays qui avaient fixé des normes très ambitieuses, par exemple en économie d'énergie ou en émissions polluantes, avaient inspiré des innovations de rupture dans la réalisation d'économies d'énergie ou la limitation des émissions polluantes. Et c'est le cas notamment, alors maintenant évidemment on peut ricaner quand on se souvient de l'affaire Volkswagen, mais c'est le cas notamment des constructeurs automobiles au Japon et en Allemagne qui, parce qu'ils ont été confrontés à des normes beaucoup plus dures qu'aux États-Unis, ont réalisé des innovations considérables pour que les véhicules consomment moins de carburant et émettent moins de gaz polluants. Donc vous voyez que les normes, quand elles sont fixées en termes de seuil ou d'objectifs, mettent en marche une machine à innover qui utilise toutes les ressources disponibles, et notamment l'imagination des entrepreneurs pour créer des nouveaux dispositifs. À droite, vous avez Philippe Aghion,
donc un autre professeur à Harvard qui maintenant enseigne au Collège de France. Philippe Aghion est l'auteur de travaux passionnants sur la croissance et sur l'effet de la concurrence sur l'innovation. Il montre, on entend beaucoup que quand un marché devient plus concurrentiel, les entreprises en concurrence sont tellement occupées à baisser les prix qu'elles cessent d'innover et qu'elles n'ont plus les moyens d'investir. C'est un discours que vous entendez par exemple dans le secteur des télécoms, depuis l'arrivée de Free sur le marché de la téléphonie mobile. Philippe Aghion montre que ce n'est pas du tout le cas, en fait, qu'il y a sur un marché, à un moment donné, il y a toujours deux catégories d'entreprises. Il y a des entreprises qui ont une propension à ne pas innover et qui, elles, quand la concurrence s'intensifie, se recroquevillent encore plus et serrent la vis encore plus et font baisser les coûts et deviennent complètement rigides et inefficientes. Et puis, il y a une deuxième catégorie d'entreprises, qui est la catégorie des entreprises qui ont une propension à innover, et elles, quand on leur impose une pression supplémentaire, une concurrence accrue ou bien une norme d'accessibilité, elles relèvent le défi, elles investissent et prennent des risques, et elles finissent par générer des innovations de rupture qui améliorent la situation. Alors ça nous laisse, pour finir cette première partie de mon propos, sur un message assez optimiste, c'est-à-dire on a une économie qui se développe, l'économie numérique, qui est en train de dévorer le monde et qui est entièrement mise au service de l'autonomie des individus. Et en plus, on a des pouvoirs publics qui, depuis une trentaine d'années, imposent des normes d'accessibilité et partagent un objectif d'autonomie des individus. Et donc on se dit, si ces deux choses-là se rencontrent, ça va produire des étincelles et des miracles, et la situation va radicalement s'améliorer. Alors malheureusement, ce n'est pas encore le cas. La transition numérique, c'est quelque chose dont on parle régulièrement ici à The Family. C'est un processus pénible, compliqué, souvent conflictuel, entre une manière de faire bien comprise qui existe depuis longtemps, et puis des nouvelles manières de faire qui font irruption et qui bousculent tellement l'ordre établi que le premier réflexe, c'est d'abord de constater qu'elles ne rentrent pas dans les cases et de déduire du fait qu'elles ne rentrent pas dans les cases qu'on doit les interdire. Bref, et donc je pense que pour les entrepreneurs qui cherchent à s'attaquer à la prise en charge de la dépendance, la situation est exactement celle-là aujourd'hui. C'est-à-dire il y a énormément de nouvelles approches, de nouveaux dispositifs, de nouveaux modèles qu'on peut concevoir, qu'on peut dessiner sur le papier, mais qui n'existent pas encore dans notre vie quotidienne parce qu'un certain nombre d'obstacles sont érigés pour entraver, compliquer, empêcher le déploiement de ces modèles. Alors, première chose sur laquelle je voudrais insister, c'est qu'est-ce que l'économie numérique? Là, j'ai un peu parlé d'économie numérique en rappelant le microprocesseur, l'informatique personnelle. L'économie numérique, on la comprend bien si on réalise qu'elle impose à l'ensemble de l'économie un changement de paradigme qui est directement lié à la mise en réseau des individus. Les individus sont évidemment les mêmes dans l'économie fordiste au XXe siècle et dans l'économie numérique au XXIe siècle, mais leur organisation et leur action dans l'économie n'est pas la même. Au XXe siècle, les individus sont une masse, c'est une masse de travailleurs qui vont travailler dans les entreprises pour produire en masse des produits standardisés qui ensuite font l'objet d'une consommation de masse sur des marchés grand public. Dans l'économie numérique, les individus ne sont pas les mêmes que dans l'économie fordiste, précisément parce qu'ils sont équipés de cette puissance de calcul à laquelle leur donne accès l'informatique personnelle. Et donc, ils ne sont plus une masse, ils sont ce que j'appelle moi une multitude, c'est-à-dire des individus extrêmement affirmés, qui sont différents les uns des autres, qui constatent qu'ils sont différents les uns des autres, qui expriment des besoins individuels différents de ceux du voisin, et qui se connectent entre eux pour s'assister en permanence dans la prise de décision. C'est-à-dire entre ces individus équipés et connectés, il y a énormément d'informations qui circulent, il y a des liens qui se nouent, des communautés qui se forment, et des échanges de services, de confiance, d'attention, etc., qui se passent au sein de ces communautés. Et ça provoque le changement de paradigme de l'économie numérique. C'est une économie où les individus, parce qu'ils sont organisés en multitude, sont en train de devenir plus puissants que les organisations. Et alors, il y a certaines organisations qui passent un mauvais quart d'heure parce qu'elles ne sont pas habituées à avoir des clients aussi exigeants et aussi puissants face à elles. Et puis, il y a d'autres organisations, les entreprises numériques, qui tirent parti de ça, qui partent de ce constat. Les individus sont plus puissants que les organisations. Et donc, pour réussir en tant qu'organisation, on va s'allier aux individus et organiser avec eux ce que cherchent à réaliser tous les entrepreneurs dans l'économie numérique, qui est la qualité ou l'expérience personnalisée et de qualité à grande échelle.
La qualité à grande échelle, ça n'existe pas dans l'économie du XXe siècle, qui est une économie de la standardisation à grande échelle. Pour servir plus de gens, pour prendre en charge, par exemple, plus de personnes en situation de dépendance, il faut standardiser la manière de les prendre en charge. On va normaliser les spécifications d'un établissement dans lequel ces personnes vont aller séjourner pour être prises en charge. Et c'est la seule manière de pouvoir prendre en charge un grand nombre de personnes en situation de dépendance. Dans l'économie numérique, cet arbitrage entre la qualité ou la personnalisation et la grande taille n'existe plus. Et on peut commencer à rentrer dans des modèles où les organisations s'allient aux individus pour pouvoir rendre à chacun un service personnalisé, approcher au plus près les besoins particuliers et les attentes de chacun, les préférences de chacun, plutôt que de servir tout le monde de la même manière. Et ça, c'est le changement de paradigme qu'il faut avoir en tête. Et qui, à mon avis, alors ça ce sont des hypothèses, parce qu'on est encore loin de voir ça se réaliser concrètement, prépare dans l'univers de la prise en charge de la dépendance 3 grandes ruptures. La première rupture, c'est que ça va renverser l'équilibre actuel entre le maintien à domicile et les séjours en établissement. Aujourd'hui, la prise en charge d'une situation de dépendance se fait d'abord en essayant de privilégier le maintien à domicile, avec de l'aide à domicile, un certain nombre d'équipements, etc., jusqu'à ce que tout ça se mette à coûter trop cher. Et quand ça coûte trop cher, vous basculez dans le traitement normalisé du séjour en établissement. On vous sort de chez vous et on vous envoie dans un établissement où là, tout ce qui est personnel, particulier, spécifique va disparaître et vous allez être fondu dans la masse de toutes les personnes qui séjournent dans cet établissement. Et l'établissement est là justement pour absorber le surcoût des situations plus graves. C'est parce qu'au-delà d'un certain degré de dépendance, c'est plus possible de rester à domicile, sauf pour ceux qui ont énormément de moyens pour se payer tout l'entourage et tout le déploiement de biens, de services, d'aide qui est nécessaire. Grâce au numérique, cette répartition, cet équilibre va être rompu parce que précisément le numérique va permettre d'absorber différemment, grâce à la mise en réseau des individus, le surcoût lié au maintien à domicile. Et donc ça permet potentiellement, encore une fois sur le papier, de maintenir les gens à domicile plus longtemps, mettant des modèles d'affaires qui sont rigoureusement différents, et de réserver le séjour en établissement qu'à des degrés de dépendance bien supérieurs. Deuxième rupture, c'est l'équivalence qui existe aujourd'hui entre le maintien à domicile et la solitude. La solitude, c'est l'un des grands mots qui affecte les personnes en situation de dépendance, parce que la situation de dépendance a tendance à vous isoler du reste de la société, vous devenez un fardeau pour vos proches, ou bien vous n'avez même plus de proches et ça explique votre situation de dépendance. Et cette dépendance est aggravée par le fait que plus personne ne vient vous voir, sauf les aides à domicile. Bref, vous avez des difficultés à maintenir une vie sociale. Et la solitude, et ça c'est documenté par des études scientifiques, est elle-même un facteur d'aggravation de la dépendance. C'est-à-dire on rentre dans une spirale infernale où plus vous êtes dépendant, plus vous êtes seul, plus vous devenez dépendant. Et évidemment, tout ça n'est pas très drôle. Avec la mise en réseau des individus, je pense que ça va sans dire que le maintien à domicile ne veut pas dire l'isolement, puisque précisément, une fois que vous êtes équipé d'informatique personnelle, que vous pouvez rentrer dans des communautés de personnes qui partagent plus ou moins votre condition, le numérique permet de recréer des liens, de vous extraire de votre entourage proche et de vous proposer de développer des relations avec d'autres personnes dont vous allez être rapprochés dans des communautés de personnes qui partagent la même condition. Alors ça encore, c'est une vue de l'esprit, c'est-à-dire on peut très bien le dessiner, mais une chose est sûre, et ça on l'observe nous sur le terrain, c'est qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui s'intéressent à cette dimension communautaire de la prise en charge de la dépendance. C'est-à-dire il y a beaucoup de personnes en situation de dépendance, mais chaque situation de dépendance n'est pas tout à fait la même que celle du voisin. Et donc, il y a beaucoup de complémentarité et de relations qu'on peut nouer entre les uns et les autres. Plutôt que de tout faire prendre en charge par des professionnels qu'il faut payer, pourquoi pas créer des relations de convivialité entre des personnes en situation de dépendance, ce qui résout 2 problèmes. Ce qui résout d'abord, ça permet de prendre en charge une partie de leur dépendance, et ensuite, ça permet de les sortir de la solitude. Troisième rupture, c'est que si on innove de façon plus radicale en mobilisant tous les outils développés par l'économie numérique au service de l'autonomie, ça permet, et ça on en parlera avec Olivier notamment et Roger Voice tout à l'heure,
de déblayer un chemin pour les personnes en situation de dépendance vers le marché du travail. Si des technologies vous permettent de mieux communiquer avec des donneurs d'ordre, des collègues, des clients, si des outils vous permettent d'être plus productif et de faire du travail de meilleure qualité, même si vous êtes en situation de handicap, bah, tout d'un coup, alors que vous étiez cloîtré chez vous, sans rien pouvoir faire, sans pouvoir gagner notre vie, vous allez pouvoir trouver, avec des modalités aménagées, une manière de travailler, de vous réinsérer sur le marché du travail. Et donc ça conduit à une troisième rupture qui est assez intéressante, c'est qu'aujourd'hui, on voit les personnes en situation de dépendance, malgré les grands discours sur l'autonomie, comme plutôt des gens pour lesquels il va falloir payer. Et donc on les considère comme un fardeau, et tout ça est implicite dans les discours de finances publiques sur la dépendance. On peut les considérer au contraire comme une opportunité. C'est-à-dire ce sont des gens qui aujourd'hui ne travaillent pas parce qu'ils n'ont pas encore accès aux nouvelles technologies, aux nouveaux modèles qui leur permettent de travailler, qui leur permettraient de travailler. Si on déploie ces nouvelles technologies et ces nouveaux modèles, alors ces personnes pourront retrouver le chemin du marché du travail et ainsi contribuer à une croissance économique plus soutenue que dans une situation comme aujourd'hui où le taux d'emploi de la population en âge de travailler est très très faible. Voilà, donc ces trois ruptures étant esquissées, on voit bien qu'on touche du doigt des opportunités extraordinaires et une façon radicalement nouvelle de considérer la dépendance et de la prendre en charge. Le problème, c'est qu'il y a un obstacle énorme dans tout ça, c'est la façon dont on a déployé des dispositifs d'intervention publique pour couvrir tout ça. En gros, l'intervention publique sur le marché de la dépendance, pardon, alors je parle de marché de la dépendance, certains ne l'entendent pas forcément comme ça, mais il faut toujours se rappeler qu'il y a une demande et une offre. La demande, c'est celle des personnes en situation de dépendance qui ont besoin d'être prises en charge. L'offre, c'est tous les biens et les services qui sont produits par des entreprises, des associations, des établissements publics pour améliorer le quotidien de ces personnes. Ce marché, il est doublement réglementé. Enfin, il fait l'objet d'une double intervention publique, côté demande et côté offre. Côté demande, c'est toutes les prestations sociales qui sont versées aux personnes en situation de dépendance pour les aider à faire face au coût de leur prise en charge. Côté offre, c'est toute la réglementation et les mesures de contingentement qui s'appliquent à qui peut s'occuper, qui peut contribuer à la prise en charge d'une personne en situation de dépendance. Ses proches, mais si ce n'est pas les proches, c'est obligatoirement des gens qui ont une qualification professionnelle, qui ont un titre pour exercer, qui ont un certain diplôme, qui sont agréés par les pouvoirs publics, etc. Et cette double intervention, côté demande, côté offre, crée une situation qui est aujourd'hui sous-optimale, et en tout cas qui faillit complètement à exploiter les opportunités issues de l'économie numérique. Côté offre, côté demande, une partie des prestations sont des prestations financières qui servent à acheter des biens ou des services pour prendre en charge la situation de dépendance. Il y a par exemple la prestation de compensation du handicap. Sur les conseils d'Olivier, j'ai été examiner un peu de quoi il retournait. Et effectivement, la prestation est réservée à l'achat de certains services qui sont recensés dans une nomenclature assez précise, codifiée, et dans la limite d'un certain nombre d'heures. Et donc, dès que vous arrivez avec un service qui ne rentre pas dans les cases couvertes par la prestation de compensation du handicap, tout l'argent qu'on donne aux personnes en situation de handicap ne peut pas servir à acheter ces nouveaux services. Et du coup, le montant des prestations sociales a un effet délétère sur le marché, c'est qu'il plafonne la taille du marché. C'est-à-dire que les gens ne sont prêts à dépenser pour la prise en charge de leur propre dépendance que l'argent qui leur est versé par les prestations sociales, et ils ne sont pas vraiment prêts à considérer des propositions de valeur nouvelles parce que ça représente un coût marginal évidemment trop élevé pour elles. Côté offre, il y a cette... ça, c'est vrai dans tous les secteurs réglementés. Et dans tous les secteurs réglementés, il y a des problèmes pour les entrepreneurs de l'économie numérique parce qu'en général, ils arrivent avec des nouveaux modèles qui tirent parti du paradigme de la mise en réseau, qui renversent complètement les équilibres et les manières de faire. Et du coup, ça ne rentre pas dans les cases. Et parce que ça ne rentre pas dans les cases, dans certains secteurs, on leur dit allez-y quand même parce que ce n'est pas grave. Dans d'autres secteurs, on leur dit légitimement, il y a quand même des enjeux de sécurité, de confiance. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, puisque vous ne rentrez dans une case, pour l'instant, c'est interdit. Et peut-être dans quelques années, quand on aura réfléchi, quand vous aurez fait vos preuves, on élargira la case ou on créera des cases nouvelles. Le problème, c'est que tant que vous ne pouvez pas rentrer dans une case, vous ne pouvez pas commencer d'opérer. Et donc, vous ne pouvez jamais faire vos preuves. Et donc, tout ça,
crée un marché, en fait, un marché de la dépendance qui est structurellement hostile à l'innovation. C'est un marché dont la taille est plafonnée par le montant des prestations sociales, et c'est un marché dont l'entrée est barrée par un certain nombre de règles qui empêchent les nouveaux modèles et les nouveaux opérateurs de venir prendre en charge différemment les situations de dépendance. Et à cela s'ajoute en plus un certain nombre de corpus juridiques. Donc il y a le droit du travail, il y a le code général de la santé, il y a le code de l'action sociale et des familles, il y a le droit des données personnelles. Bref, tout ça vient freiner, empêcher, compliquer les choses. Et quand un entrepreneur animé de sa naïveté et de son incompétence, qui sont ses principales forces, se dit grâce au numérique, ce que j'ai dessiné sur le papier va devenir réalité et je vais pouvoir prendre en charge pour beaucoup moins cher et de façon beaucoup plus personnalisée la situation de dépendance de tout un tas de gens. On lui dit mais madame, monsieur, c'est pas du tout prévu comme ça, tout ce que vous faites est interdit, donc vous allez commencer par aller remplir des formulaires, aller demander des subventions, vérifier, obtenir l'agrément de tel ou tel, etc. Et donc l'innovation est en quelque sorte tuée dans l'œuf. Donc tout ça, c'est bien dommage. C'est bien dommage pour deux principales raisons. La première raison, c'est que même si on ne se sent pas personnellement concerné par la question de la dépendance, toutes les innovations qui sont faites pour améliorer la situation des personnes en situation de dépendance, l'histoire montre qu'en général, après, elles provoquent aussi des innovations de rupture au service d'autres populations. Il y a des précédents historiques absolument célèbres. Il y a la machine à écrire qui a été mise au point au début pour permettre aux personnes aveugles d'écrire et qui est devenue ensuite, qu'on continue d'utiliser sous une forme améliorée aujourd'hui. Il y a le téléphone qui a été inventé par Bell au service d'abord des personnes malentendantes pour les aider à communiquer. Et ensuite, le téléphone est aussi devenu un pilier de l'économie numérique et une infrastructure essentielle de communication. Et donc ici, vous avez une photo de Seymour Papert, qui est décédé il y a quelques mois, qui était professeur au MIT, au Media Lab, et qui est l'un des pionniers et des grandes figures de l'enseignement de l'informatique aux enfants. Ceux qui ont mon âge dans la salle ont peut-être appris à coder à l'école primaire en programmant en Logo. Le Logo, c'est un langage qui a été inventé au MIT par Seymour Papert. Et Seymour Papert, notamment dans les dernières décennies de sa carrière au MIT, travaillait sur des applications informatiques pour les personnes en situation de handicap. Et un jour, Frank Moss, qui était le directeur du MIT à l'époque, a demandé à Seymour Papert, mais pourquoi on s'intéresse autant aux situations de handicap ? Les personnes en situation de handicap, évidemment, méritent toute notre attention et qu'on fasse des efforts d'innovation à leur service, mais il n'y a pas que ça dans la vie, il y a aussi plein d'autres gens qui ne sont pas en situation de handicap et pour lesquels on pourrait faire des choses. Et Seymour Papert a eu cette très belle formule, alors que j'ai traduit un peu librement, parce qu'en anglais, ça sonne toujours mieux, évidemment, mais il a dit, écoute, Franck, nous sommes tous handicapés, c'est juste que certains d'entre nous sont moins handicapés que les autres, mais ce qu'on fait pour les plus handicapés, donc ceux qu'on appelle officiellement les personnes en situation de handicap, finira par servir ensuite pour ceux qui sont un peu moins handicapés. Mais on est tous un peu sourds, on est tous un peu malvoyants, on est tous dépendants d'une manière ou d'une autre. Et donc tout ce qui est fait pour les personnes en situation de dépendance peut avoir des effets beaucoup plus larges en fait. Et donc quand on fait l'analyse de débouchés, l'analyse de marché, l'analyse de retour sur investissement d'un investissement dans l'innovation au service de la dépendance, il ne faut pas raisonner sur le seul périmètre des personnes en situation de dépendance, mais sur un périmètre qui est en fait l'ensemble de la population. La deuxième raison pour laquelle il faut absolument s'intéresser à tout ça, c'est que la prise en charge de la dépendance est au cœur d'un secteur qui fascine depuis plusieurs années parce qu'on le considère à juste titre comme l'un des principaux viviers de création d'emplois. C'est-à-dire si on améliore la prise en charge de la dépendance, si on rend les modèles d'affaires plus soutenables, on va pouvoir les enrichir en emplois, créer beaucoup d'emplois dans ce secteur-là, et donc ça aura des effets évidemment par vague très positifs sur l'ensemble de l'économie. Alors ici, ce qu'il s'agit de dissiper, c'est un malentendu, c'est-à-dire on voit tous l'économie numérique comme à gauche ici, comme une économie qui va lancer à l'assaut de notre économie des robots et des logiciels, et tous ces non-êtres vont prendre le travail via l'automatisation de tous ceux qui aujourd'hui ont des emplois. En réalité, l'économie numérique, quand elle est bien utilisée, quand elle vise le plus haut niveau de qualité à la plus grande échelle possible, elle ne fait pas du tout disparaître les emplois, c'est juste qu'elle les déplace. Elle fait disparaître les emplois de tous ceux qui exécutent des tâches routinières, mais elle recrée des emplois qui deviennent infiniment plus productifs et qui délivrent un service d'une beaucoup plus grande qualité partout où le travail n'est pas routinier. Or, la prise en charge de la dépendance, par définition,
c'est du travail non routinier, parce qu'on est dans l'interaction directe avec une personne pour laquelle il faut exprimer de l'empathie, il faut être à son écoute, il faut la mettre en confiance, il faut savoir exécuter des gestes experts. Et le numérique, dans cette affaire-là, il n'est pas fait pour remplacer ou pour faire disparaître ces emplois, il est au contraire fait pour les rendre plus productifs et pour permettre à tous ces travailleurs dans le secteur de la dépendance de rendre un service de bien meilleure qualité. Et ça permet quoi? Ça permet à ces gens-là de gagner plus d'argent, parce que si vous rendez un service de meilleure qualité, bah, la propension à payer de votre client ou du système va être plus élevée. Donc par rapport à ces emplois qui sont un peu considérés comme moins qualifiés, mal considérés sur le marché du travail, ça va permettre de monter en gamme et en qualité d'emploi. Et puis aussi de se multiplier, parce que s'il y a un vrai besoin croissant de prise en charge de la situation de dépendance, bah à la clé, il y a potentiellement beaucoup d'emplois à créer. Une deuxième catégorie d'emplois à créer, je le mentionne pour mémoire, mais je l'ai déjà dit, c'est tous les emplois qu'on pourrait créer pour les personnes en situation de dépendance qui aujourd'hui ne peuvent pas travailler parce qu'on ne sait pas bien prendre en charge leur dépendance. Mais si on améliore l'accessibilité à un certain nombre de ressources, elles pourront retrouver le marché du travail. Donc, l'innovation dans le secteur de la dépendance, ce n'est pas seulement pour améliorer le quotidien des personnes en situation de dépendance, c'est aussi pour amorcer des efforts d'innovation qui dépassent largement ce périmètre et à la clé pour entraîner une création massive d'emplois et une croissance économique plus soutenue. Alors, et je finirai là-dessus, quand on fait ce type de travail au carrefour de l'innovation et des politiques publiques, en général, les gens viennent nous dire mais à la fin, mais tout ça, on le sait déjà, vous ne nous avez rien appris, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Alors, ce que proposent concrètement les pouvoirs publics aujourd'hui, nos dirigeants politiques, on le voit se succéder, c'est une succession de grands plans pour améliorer la prise en charge des personnes en situation de dépendance. Donc les plans, c'est toujours pareil. Il y a une première partie, améliorer l'aide à domicile, avec beaucoup d'argent, des milliards. Ensuite, améliorer, rationaliser l'offre de séjour en établissement, avec beaucoup d'argent et des rapports de force très durs entre l'État, les conseils départementaux, etc. Bref, et les plans se succèdent et les personnes en situation de dépendance ne voient pas forcément les effets concrets dans leur vie quotidienne. Alors, du coup, on est un peu obligé, pour attirer l'attention, mais d'émettre nous-mêmes des propositions. Mais on essaie de ramasser ça, en général, à quelques grandes propositions structurantes, un peu abstraites, parce que l'essentiel, encore une fois, est dans la prise de conscience de ce que l'économie numérique peut changer et dans le passage à l'action, une fois qu'on a bien compris ce qu'il fallait faire. Alors que peuvent les pouvoirs publics? Ils peuvent faire trois choses. Première chose, c'est ouvrir le champ des possibles. Ne serait-ce que prendre conscience du fait qu'on peut prendre en charge les situations de dépendance différemment, que les seuls modèles existants ne sont pas l'aide à domicile à l'ancienne ou bien les séjours en établissement tels qu'ils existent aujourd'hui, mais qu'on peut recomposer radicalement ce paysage et déployer des nouveaux modèles. Pour prendre conscience de ça, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est qu'il faut s'ouvrir au monde des entrepreneurs, fréquenter les entrepreneurs, communiquer sur les problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre pour inspirer les entrepreneurs, communiquer sur les solutions qu'apportent les entrepreneurs plutôt que de leur dire tout ce que vous faites est illégal et indésirable. Et ça, c'est la première étape à des choses plus concrètes. Alors la deuxième chose, c'est la mise à niveau de l'intervention publique. Comme je parlais tout à l'heure des barrières à l'entrée du marché. Pourquoi les nouveaux modèles ont du mal à rentrer sur le marché? C'est parce qu'ils ne rentrent pas dans les cases, qu'on leur demande d'abord de se plier à des formalités administratives extrêmement complexes et coûteuses. Alors il se trouve que ce problème-là, par chance, n'existe pas seulement dans l'univers de la dépendance, il existe en fait dans tous les secteurs réglementés. Il existe dans le secteur des taxis, il existe dans le secteur de l'hôtellerie, il existe dans la santé, etc. Et du coup, il y a des grands capitaux risqueurs américains, dont celui-ci qui s'appelle Nick Grossman, qui est l'un des membres de l'équipe d'un fonds new-yorkais qui s'appelle Union Square Ventures, qui ont commencé à réfléchir sérieusement, parce qu'eux, ils voient les lignes de leur portefeuille, des entreprises innovantes qui rendent un service extraordinaire, mais qui se cassent les dents sur des barrières réglementaires. Et donc, ils ont commencé à investir intellectuellement dans la compréhension de, est-ce que plutôt que de livrer des batailles secteur par secteur, qui de toute façon sont toujours perdues face à des lobbies plus anciens et plus puissants, est-ce qu'on ne peut pas proposer un nouveau modèle, un nouveau paradigme de réglementation qui tient compte de ce que l'économie numérique a apporté? Alors, je ne rentre pas dans trop de détails parce qu'on n'a pas suffisamment de temps, mais en gros, l'idée de Nick Grossman, c'est de dire qu'avant, une fois que vous avez laissé un opérateur rentrer sur un marché, c'est très difficile de contrôler son activité au jour le jour. D'ailleurs, j'ai regardé un peu comment
était contrôler l'allocation effective de la prestation de compensation du handicap. Il y a en théorie des services spécialisés dans les conseils départementaux, enfin dans les services de conseils départementaux qui sont censés vérifier que les personnes en situation de handicap ne dépensent pas cet argent n'importe comment. Mais en réalité, évidemment, on imagine bien que ces 3 clampins dans un bureau qui font un peu d'analyse de risque et un peu de contrôle sur pièce, et que ça n'a pas d'effet et bref, qu'on peut en réalité pas très bien suivre ni ce que font ceux qui reçoivent les prestations, ni ce que font les professionnels qui travaillent pour eux. Alors, dans cet environnement pré-numérique, où c'est très difficile de suivre l'activité des opérateurs sur le marché, ça justifie du coup qu'on élève des barrières très élevées à l'entrée du marché. Parce que, comme une fois que vous êtes lâché sur le marché, on ne peut pas très bien contrôler ce que vous allez faire. Il faut qu'on vérifie a priori que vous avez bien tous les diplômes, que vous avez immobilisé tous les actifs nécessaires, que vous n'allez pas infliger maltraiter vos clients, etc. Et donc tout ça, ça a donné naissance, voilà, à l'ancien paradigme de la régulation, c'est-à-dire beaucoup d'investissements à l'entrée du marché avant de pouvoir commencer à opérer. Dans le numérique, ce que Nick Grossman met en évidence dans ses travaux, c'est que maintenant, grâce à la connectivité généralisée, au fait qu'on on est tous environnés d'objets connectés, à commencer par nos ordinateurs et nos smartphones, on peut commencer à collecter des données de façon beaucoup plus régulière et systématique. Et donc ça devrait justifier un nouvel équilibre, c'est-à-dire on abaisse la barrière à l'entrée du marché, et en contrepartie, on impose aux opérateurs de remonter systématiquement des données pour que les pouvoirs publics puissent vérifier leur montée en puissance, la qualité de leur travail, des problèmes qu'on n'avait pas imaginés à l'avance. Bref, alors ça, après, il faut rentrer dans les détails de chaque secteur pour voir comment on bascule d'un équilibre à l'autre en matière de réglementation du secteur. Mais dans le secteur de la dépendance, on doit pouvoir adopter une démarche plus bienveillante vis-à-vis des nouveaux entrants qui font les choses différemment, et plutôt que de leur imposer de rentrer dans les cases, leur dire, bon, bah, lancez-vous sur un petit périmètre, sur un certain segment. On va vous observer de très près, on va interconnecter votre système d'information avec celui des pouvoirs publics pour faire remonter de l'information et vérifier que vous ne faites pas n'importe quoi, et y compris faire remonter une information cruciale qui est la satisfaction des personnes que vous prenez en charge. Ça, le numérique permet de faire ça sans que ça coûte très cher. Encore faut-il avoir les systèmes d'information à connecter, ce qui est une autre affaire. Mais en tout cas, il y a des réflexions à faire sur... voilà, d'un côté, en fait, abaisser les barrières à l'entrée du marché, côté offre, et côté demande, simplifier l'accès aux droits pour que accéder aux droits pour les personnes en situation de dépendance ou pour leurs proches, ce ne soit pas passer des heures à remplir de la paperasse, mais ce soit simplement ouvrir un compte dans une application bien designée qui vous explique tout ce qu'il faut faire et qui justement vous connecte pour pouvoir aussi réguler le marché par le suivi de la demande et de la satisfaction des personnes prises en charge elles-mêmes et de leurs proches. Alors, la troisième et dernière axe de proposition est assez simple, c'est on dépense beaucoup d'argent pour la dépendance. Jusqu'ici, cet argent, on le dépense pour financer les prestations sociales qui solvabilisent la demande, pour financer une partie de l'activité des établissements et subventionner l'aide à domicile. Puisqu'on dépense l'argent comme ça un peu dans toutes les directions, est-ce qu'on ne pourrait pas divertir une partie de cet argent ou en rajouter un peu plus pour investir, pour financer les nouveaux entrants et donner leur chance financièrement aux nouveaux modèles, aux nouvelles manières de prise en charge? Alors, évidemment, quand on entend ça dans le monde des entrepreneurs, on se dit surtout pas, parce que ça veut dire que les entrepreneurs, avant de commencer à opérer, devraient faire une demande d'investissement public, c'est-à-dire un dossier de 100 pages expliquant par le menu tout ce qu'ils veulent faire. Et ça, c'est à l'opposé d'une démarche entrepreneuriale. Mais en réalité, il y a des précédents intéressants. Alors ici, je vous montre voilà, Elon Musk avec le président Obama, parce que toutes les entreprises d'Elon Musk ont beaucoup bénéficié d'investissements publics assez tôt dans leur histoire, qui leur a permis de forcer l'entrée de marchés compliqués, donc l'aérospatial, l'automobile, l'énergie, etc. Est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose dans la dépendance sur des modèles en plus bien éprouvés qui ont été faits en Israël, c'est-à-dire de co-investissement, c'est-à-dire chaque fois qu'un investisseur privé investit dans une entreprise qui propose un modèle nouveau, l'État co-investit avec cet investisseur privé, de sorte qu'il n'a pas lui-même à sélectionner les dossiers, mais que si ça marche, il peut récupérer une partie de sa mise.
Bref, donc tout ça est détaillé un peu plus dans le livre blanc. Ce n'est qu'une piste de travail, mais c'est juste pour rappeler qu'on dépense beaucoup d'argent. Est-ce que cet argent, au lieu de le dépenser pour empêcher l'arrivée des nouveaux entrants, on ne peut pas le dépenser pour les aider justement à prospérer et à amorcer leur activité? Voilà, c'est une question ouverte, mais à laquelle on répondra peut-être plus en détail dans la discussion. Voilà, je m'arrête là. Merci pour votre attention et on va maintenant écouter successivement 3 entrepreneurs qui vont vous expliquer, en rentrant cette fois plus dans le concret, ce que chacune de leurs entreprises fait sur ce front-là, la prise en charge de la dépendance. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, je suis Romain, un des 2 cofondateurs de BIM. Le constat qui nous amène aujourd'hui devant vous, c'est que toutes les personnes qui sont touchées par le handicap, par un accident de la vie, elles ont systématiquement un objectif commun, c'est celui de réduire l'écart entre leur vie d'avant le handicap et leur vie d'aujourd'hui. Donc pour cela, il y a une solution qui est admise d'absolument tout le monde, y compris le corps médical. Pour récupérer ses facultés de mouvement, il faut les travailler de manière stimulante pour le cerveau, avec beaucoup d'intensité, de la répétition et en autonomie. En autonomie pour 2 raisons, parce que le temps thérapeutique n'est pas extensible et parce que la prise en charge au domicile, sa poursuite, elle est déterminante. L'objectif de tout ça, c'est donc de récupérer ses capacités, ralentir la maladie et donc, in fine, lutter contre la dépendance. Alors, malgré l'importance de ces enjeux, aujourd'hui, il n'existe pas de solution qui va permettre de se rééduquer efficacement en autonomie et de progresser sur ses capacités de mouvement. C'est pour ça qu'on a fondé BIM. BIM, c'est une solution personnalisée d'auto-rééducation du mouvement. Seulement un capteur, une application mobile. Là, j'ai tout le système intégralement dans la main. Donc tout le système est entièrement sans fil. En 30 secondes, vous avez votre séance de rééducation qui démarre, juste à suivre les instructions à l'écran, et la séance commence. Donc n'importe qui est capable de l'utiliser. Toutes les parties du corps elles peuvent être travaillées, et la possibilité d'exercice, elle est complètement infinie. Comme vous avez pu le voir sur la vidéo, le capteur BIM il permet aux personnes de jouer avec leurs mouvements, et jouer avec leurs mouvements en plaquant leurs mouvements sur un guide interactif, ce guide qu'on retrouve ici. Ça, en rééducation, ça s'appelle un biofeedback. Aujourd'hui, il y a une avalanche de travaux scientifiques qui montrent que travailler avec un biofeedback en rééducation, c'est beaucoup plus pertinent que de travailler dans une rééducation classique dite à vide. Donc soit en retour, on fait juste un mouvement à vide comme ça, par exemple. La conséquence de tout ça, très simplement, c'est que la motricité qu'on va solliciter grâce au biofeedback BIM, elle est beaucoup plus importante qu'une motricité sollicitée à vide. Donc dans la prise en charge, c'est plus de contrôle moteur, de proprioception, de vitesse, d'amplitude, d'intensité de rééducation. Et donc, in fine, c'est plus de possibilités de récupération de ses capacités de mouvement. Ce biofeedback dans la solution BIM, il est entièrement personnalisé, c'est-à-dire qu'il tient compte des capacités de chacun. Il est également auto-apprenant, donc il s'adapte au progrès quotidien des personnes. Et il permet à toute personne qui a de la motricité, même très limitée, d'utiliser l'outil en totale autonomie. L'idée au final de ça, c'est de placer chacun, quel que soit son handicap, dans sa propre zone optimale de rééducation. Donc pour bien comprendre cette notion de zone optimale de rééducation personnalisée, parce que c'est un gros mot, on peut la comprendre en voyant des personnes de différentes motricités utiliser BIM. Donc juste après, il y a une vidéo, vous allez voir des cas, il y a une personne qui est tout à fait saine, 2 personnes qui sont post-AVC, une autre personne atteinte de la maladie de Parkinson, et c'est intéressant de voir que chacun va travailler à son intensité de travail propre, mais chacun dans sa zone optimale de rééducation. Donc ici, vous avez une personne saine qui travaille plus dans une logique de prévention de la dépendance, donc à la maison. Ici, on a une personne post-AVC, 13 ans post-AVC, avec une motricité très limitée. On voit que l'outil va le placer dans sa propre zone de rééducation, aussi bien que la personne saine juste avant. Là, c'est une personne atteinte de la maladie de Parkinson qui travaille sur un protocole de réentraînement à la marche à son domicile. Et enfin, une autre personne post-AVC avec un peu plus de motricité qui est sur un protocole spécifique de rééducation du membre supérieur. Alors, en voyant tout ça, toutes ces personnes, là, qui vient, c'est OK, ces personnes dépendantes, qu'est-ce qui se passe quand elles vont effectivement utiliser BIM à leur domicile? Alors, 2 exemples pour se faire une idée.
Premier exemple, c'est Yves qui est atteint de la maladie de Parkinson, qui a utilisé BIM 4 semaines à son domicile, et donc qui a réalisé des tests de marche avant l'utilisation et après des tests standardisés, et qui a progressé en 4 semaines de 20% sur ce test de marche, et donc autant sur sa qualité de vie, son autonomie, et donc la prévention de la dépendance. Un deuxième exemple, cette fois-ci sur une personne hémiplégique du membre supérieur qui a utilisé la solution pendant 3 mois à son domicile. Et donc cette personne, avec l'application, on a pu lui créer un protocole entièrement personnalisé, suivre ses progrès, son observance et ajuster les exercices dans le temps. Le résultat, c'est qu'en 3 mois, cette personne, elle a réalisé 30 000 mouvements avec un contrôle moteur continu, en totale autonomie, et avec des vitesses et des amplitudes de mouvement qui n'ont cessé de croître. Ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est la courbe en rouge que vous voyez. Cette courbe, c'est l'évolution de la quantité de mouvement par jour pendant ces 3 mois, sachant que la quantité de mouvement, c'est la clé de la récupération d'un AVC. Donc cette quantité de mouvement en 3 mois, alors que la séance durait tous les jours 40 minutes, elle est passée de 300 mouvements à 500 mouvements par jour. Ça montre bien que l'intérêt de travailler avec un biofeedback auto-apprenant, c'est que quand la personne progresse, on va pouvoir progresser avec elle et à chaque fois la mettre au plus proche de ce qu'elle est capable de faire et maximiser ses progrès. L'idée de ces 2 exemples d'amélioration, c'est un peu de montrer le potentiel de l'outil dans la prise en charge de la dépendance, montrer aussi que l'outil permet une prise en charge entièrement personnalisée et à grande échelle. Donc cette prise en charge, elle est personnalisée, elle est simple à mettre en œuvre parce que tout le monde est capable de l'utiliser, elle est efficace, elle est accessible financièrement à ces personnes. Sachant que notre objectif avec BIM, c'est d'améliorer la prise en charge rééducative du plus grand nombre depuis le confort du domicile. Merci beaucoup de votre attention. Bonjour à tous. Donc je m'appelle Antoine, je suis un des cofondateurs de Camomi. Camomi, c'est une nouvelle start-up qui se lance dans l'aide à domicile. Donc le premier constat que je voudrais partager avec vous au début, c'est que nous, en se penchant vraiment sur la dépendance, on s'est rendu compte que tous les acteurs qui sont impliqués dans l'aide à domicile ne sont pas satisfaits à certains niveaux. Les premiers, qui sont les personnes dépendantes, elles sont rarement satisfaites du service qui leur est offert, du turnover permanent au fait qu'elles aient toujours besoin de devoir changer tous les 3 mois, d'avoir 5 interlocuteurs à la maison. Les aidants familiaux qui sont insatisfaits du fait qu'ils n'ont aucun moyen de communication avec les auxiliaires sur le terrain. Ils ne savent pas vraiment ce qui se passe avec le service. Ils ont besoin de pouvoir choisir de manière plus simple le fait qu'il y ait un remplacement, le fait qu'ils sachent s'il y a un problème de perte d'autonomie sur le terrain. Et les troisièmes aussi sont les auxiliaires qui, elles, ne sont pas satisfaites de la valorisation de leur travail, du fait qu'elles soient sous-payées, du fait qu'elles n'aient pas vraiment de progression et de valorisation de leur emploi et de vision là-dessus dans le futur. Et c'est aussi lié au fait que la technologie au domicile, elle non plus n'a pas vraiment évolué. Là derrière moi, vous avez le summum de la technologie à l'hôpital. Alors c'est un Da Vinci, vous connaissez peut-être ce robot chirurgien. Il coûte très très cher et il ne sert pas à grand chose. Les dernières études sur son efficacité sont vraiment très pauvres. À côté de ça, si vous voulez googler bracelet anti-chute à domicile, vous allez tomber là-dessus. Alors c'est bien, c'est un petit retour dans les années 90, mais en fait on voit vraiment aujourd'hui le manque qu'il y a dans la prise en charge de la dépendance à domicile et du fait qu'on puisse introduire de la technologie simplement chez les gens. Alors ce que nous voulons faire, au fond, c'est une nouvelle manière de faire de l'aide à domicile. C'est pas simplement être une plateforme où on va mettre en connexion des personnes avec des auxiliaires de vie qui sont vraiment adaptés, mais c'est bien plus que ça. C'est vraiment l'idée d'être la plateforme qui va apporter des solutions technologiques pour à la fois mieux prendre en charge la dépendance, mieux pouvoir prévenir de la perte d'autonomie et mieux pouvoir offrir un emploi intéressant, avec des vraies progressions, avec de la vraie formation pour des auxiliaires de vie qui vont pouvoir toucher à de la technologie et utiliser de nouvelles choses. Alors aujourd'hui, notre service que nous lançons, nous le lançons ce mois-ci, donc c'est encore au tout début, il fait en sorte de faire des choses simples pour vous. Il fait en sorte de pouvoir trouver quelqu'un sur mesure
qui puisse vraiment vous permettre de trouver une aide adaptée à vos besoins, être connecté pour les aidants familiaux, simplement savoir, ben voilà, à la fin de chaque connexion, à la fin de chaque prestation, vous allez avoir un message qui va vous donner la note de ce qui s'est passé. Vous allez avoir des datas santé qui vont être prises par les auxiliaires de vie qui sont les plus simples, c'est-à-dire comment est-ce que vous avez dormi, quelle est l'évolution du poids sur les derniers mois, quelle est l'évolution de l'humeur selon en fait, la prestation qui va être faite. Et enfin, derrière ça, vous allez avoir beaucoup plus de flexibilité, parce que ce que nous voulons mettre en place, c'est aussi la possibilité d'avoir des remplacements plus simplement, de pouvoir s'adapter à la fois à l'emploi du temps des auxiliaires et à la fois à l'emploi du temps des personnes âgées. Donc autour de ça, ce qu'on veut vraiment pouvoir permettre, c'est que tous les acteurs du domicile en fait, puissent se mettre sur cette plateforme, que toutes les personnes qui sont au-delà des auxiliaires de vie, mais qui peuvent être des kinésithérapeutes, qui peuvent être des coiffeurs qui viennent à domicile, qui peuvent être des ostéopathes, etc., eux puissent aussi participer à cette plateforme et puissent se brancher dessus pour pouvoir avoir accès à ces personnes. Et donc derrière, vous avez accès à un dossier, derrière vous avez accès à un historique et vous avez accès à un service de meilleure qualité. Donc l'idée vraiment aussi derrière tout ça, c'est de pouvoir créer ces effets de réseau qui permettent de rendre plus efficace la manière avec laquelle on fait de la prise en charge de la dépendance aujourd'hui. Donc pour conclure là-dessus, je finis sur une citation de quelqu'un qui nous inspire beaucoup chez Camomi, qui s'appelle Paul Graham, qui est un des fondateurs de Y Combinator que vous devez connaître, et qui donne en fait une sorte d'idée de comment on peut trouver une idée de start-up aujourd'hui et de comment on peut le faire évoluer, et qu'il suffit en fait de se mettre à la place des générations futures et de regarder un petit peu en arrière et de se demander qu'est-ce qui est aujourd'hui est vraiment pris en charge de manière un petit peu barbare, qui évolue pas et que moi je trouve complètement absurde, et c'est pour ça qu'on s'est vraiment penché sur ce sujet-là. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Chanel, je vais vous présenter Watch Your Voice. J'espère que vous m'entendez tous bien, je vais articuler un peu lentement. Je suis sourd et j'ai un accent américain, donc j'espère que ça va aller pour tout le monde. Le nom Watch Your Voice, Roger signifie reçu et entendre. C'est un peu l'inspiration de notre projet. J'ai utilisé cette image pour illustrer ce que c'est d'être dans une start-up, d'être une start-up qui veut améliorer la communication. On se lance, Watcher. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Red Bull Stratos. On lui a donné l'ordre de se sauter dans le vide. Il a répondu, Roger. Donc, ça fait 15 ans que je suis en France. Avant, j'étais en Californie. Je ne peux pas vous dire l'étendue du choc culturel qu'il peut y avoir entre les deux pays. Mais une chose qui m'a frappé, c'est notamment la différence, le paradoxe français entre, je pensais arriver dans un pays où il y a le social welfare très étendu, mais en fait en absence totale, ou peu ou prou, de soutien pour les personnes handicapées. C'est tout l'inverse des États-Unis où en fait il n'y a pas de plancher, vous pouvez descendre très bas. Mais si vous avez un handicap, vous avez beaucoup d'opportunités pour monter. Tous les services sont accessibles, les lieux publics sont accessibles, les communications sont accessibles, la télé, la culture, etc. C'est un paradoxe très intéressant, et je voudrais en parler un peu plus ici. Il y a aussi le simple fait que les deux pays ont une notion différente de ce qui constitue un handicap. Pour beaucoup de pays européens, un handicap, c'est un problème de santé, c'est un problème médical. Or, la définition du handicap, c'est l'interaction entre l'individu et son environnement. Aux États-Unis, je n'ai pas de problème pour regarder la télé. En France, oui. Je suis handicapé en France, je ne suis pas handicapé aux États-Unis. C'est un peu cette notion qui est importante à retenir. Quand je suis arrivé en France, une des premières choses que j'ai fait, c'était de faire des études à Sciences Po. Il fallait que je demande des accès, etc. Il n'y en avait pas. Mais ce n'est pas très compliqué de rendre les choses accessibles. Il suffit parfois d'un premier geste. Le premier geste, c'est être conscient qu'il y a des limitations et faire des premiers pas qui aient du bon sens. Par exemple, proposer un conseil. Par exemple, vous avez un cours au 3e étage, vous la mettez au rez-de-chaussée.
des choses comme ça. Donc ça aide. C'est des petits pas qu'on fait. Je suis fier de voir l'Europe avancer beaucoup dans ce sens. Donc particulièrement mon projet concerne la téléphonie. Pourquoi la téléphonie? Parce que malgré le fait que nous avons des mails, SMS, chat, etc., ça se fait que je ne peux pas appeler un médecin. Le médecin, il n'a pas FaceTime. Je ne peux pas appeler le boucher pour réserver plein de projets. Je ne peux pas non plus dévancer quelqu'un qui a un téléphone pour des petites annonces sur Le Bon Coin, etc. Le Bon Coin, c'est très pratique. Vous trouvez que c'est numérique, c'est très bien. Mais la vérité, c'est que la plupart des échanges se concluent au téléphone. Celui qui gagne l'offre l'a fait au téléphone. Donc, et aussi, il y a l'interaction personnelle. Être proche avec ses familles, ses amis, etc. 90% des personnes sourdes ont des parents entendants ou des enfants entendants. Être proche d'eux signifie aussi pouvoir entretenir cette relation. Ce n'est pas moi qui ai envie de téléphoner. Il y a 65 millions de Français qui veulent téléphoner avec moi. C'est un peu prendre le jeu dans l'autre sens. Il y a 500 000 personnes sourdes en France qui ne peuvent pas téléphoner. Ça fait un marché de niche, mais démographiquement important. Donc, qu'est-ce qu'on propose? On propose le numérique pour pouvoir sous-titrer les conversations au téléphone, automatiquement, instantanément et en temps réel. L'idée, c'est d'utiliser la reconnaissance vocale et la synthèse vocale. Aujourd'hui, ça a fait des progrès phénoménaux. Il y a 5 ans, c'était un gadget. Aujourd'hui, c'est bien plus que ça. Les études montrent que la reconnaissance vocale dépasse l'homme pour tout ce qui est transcription, écrit, etc. Nous avons un business model extrêmement simple, transparent. L'idée, c'est de proposer un forfait aux personnes qui téléchargent l'application. Avec cette application, ils peuvent téléphoner n'importe quel numéro. Vous n'avez pas à demander aux autres de télécharger l'application. Ce qu'on utilise, c'est la voie IP sortante. Et donc, nous proposons également aux entreprises de pouvoir mettre sur leur site web une petite application de type, vous connaissez bien les Hangouts, les Messenger. Il y a un petit pop-up qui s'affiche. Nous, c'est pareil. Lorsqu'on clique sur un centre d'appel client, ça fait apparaître ce pop-up. Vous pouvez parler, le centre d'appel peut parler. Ça ne demande pas que le centre d'appel s'équipe des outils. Donc, il y a une autre bonne nouvelle, mais ce n'est pas justement la raison pour laquelle j'existe, mais effectivement, c'est la loi. Depuis cet été, il y a une obligation d'accessibilité aux services téléphoniques. Ça avance vachement les choses. Nous sommes principalement encouragés par le fait que le ministre des services digitaux a vraiment souhaité mettre en place l'innovation digitale quand elle met en avant les lois. Donc ça nous aide vraiment. Mais ce n'est pas la seule raison. Je pense que l'accessibilité, c'est du bon business aussi. On peut faire plein de choses quand on pense différemment. Il y a les choses auxquelles, si nous étions dans une société normale, ce serait statique, on n'innove pas. Les gens qui innovent, c'est des gens qui se trouvent un peu sur les marges, qui se disent on peut faire mieux, on peut faire différemment. Dans tous les secteurs de la dépendance, c'est comme ça. Mon vœu, c'est qu'on puisse un jour se dire, en fait, on n'a plus ce genre d'association entre handicap et charité. Non, c'est beaucoup plus que ça. Le handicap, ça peut être source d'innovation et surtout, les gens peuvent apporter à la société et non un fardeau, comme le soulignait Nicolas. Et pour cela, nous avons beaucoup de progrès à faire pour que la data, les informations soient accessibles. Il y a des organismes en France qui sont très riches en informations. Or, un peu justement à la fin du slide de Nicolas, l'idée c'était de rendre ces informations disponibles, de pouvoir centraliser ces informations et de pouvoir les aider. Et le gouvernement a des moyens pour nous aider dessus. Non en donnant de l'argent à chaque personne, ce sera plutôt un maintien dans la dépendance, mais en offrant des informations, des services et en encourageant des services, des programmes d'innovation. Et je voudrais juste conclure avec une phrase qui m'a semblé très forte. Obama était à une conférence où il parlait justement de ce que c'est d'encourager l'innovation, etc. Il a dit le gouvernement devrait laisser 1000 fleurs cloire. Et ça, c'est un peu vrai pour le paradoxe entre quel est le rôle du gouvernement dans l'innovation. C'est d'encourager l'entrepreneuriat. Voilà. Je vous remercie. J'avais une question pour BIM.
Donc apparemment, le produit est vraiment déjà opérationnel. Je voulais savoir quel était le business model que vous avez adopté ou que vous souhaitiez adopter. Et pour rebondir un peu sur ce que disait Nicolas, justement, si ça implique les pouvoirs publics, j'imagine, comment ça a été reçu et comment est-ce que vous avez réussi à le marketer, le cas échéant. Okay. Allô, ouais. Sur la première question du modèle économique, il y en a un qui est clairement arrêté, c'est le B2C. Aujourd'hui, on vend le kit de capteur, il va être commercialisé dans 1 mois. On vend le kit de capteur 300 € à un particulier qui souhaite l'acheter pour son besoin personnel de rééducation. Ça, c'est arrêté. Sur le B2B, aujourd'hui, le système il est en train d'être installé en test pour un premier test de 6 mois dans des centres de rééducation. Là, il y a 20 centres qui vont l'avoir dans 2 mois en test. Et l'idée, c'est de se nourrir de ces 6 mois pour valider le modèle économique avec eux et de mieux mesurer l'intérêt qu'ils pourraient avoir pour l'outil en termes d'usage, parce que c'est une profession qui est compliquée à rencontrer et c'est une profession qui a des process très longs. Et donc le plus important, c'est de rentrer dans la structure. On s'est rendu compte que déjà 2-3 acteurs, c'était compliqué. Là, on a profité de communications scientifiques récentes et du plus gros congrès de la semaine dernière à Saint-Étienne en rééducation pour étoffer notre panel. Et là, on a 20 centres qui attendent l'installation en test et le modèle économique sera probablement une licence logicielle pour ces structures. Mais l'important pour nous, c'est de tester. Et ce qu'on a déjà repéré, c'est les vases communicants qui existent entre les structures de rééducation et le particulier. Le médecin, lui, il n'est pas du tout fermé à l'innovation. Recommander un système comme BIM à ses patients, c'est des choses qui sont déjà passées dès nos premières rencontres sur des gens qui avaient la maladie de Parkinson. Donc voilà, l'idée c'est d'asseoir après le modèle économique sur les vases communicants qu'il peut y avoir entre les particuliers qui nous appellent et qui en parlent tout de suite à leur centre de rééducation ou leur kiné, et inversement aux structures de soins qui voient l'intérêt, qui nous disent tous l'enjeu c'est de maximiser l'auto-rééducation des personnes, que ce soit aussi bien en structure de soins au domicile des personnes, et donc qui sont à même de le prescrire à la fois en centre et pour assumer après le retour au domicile, parce qu'aujourd'hui quand les personnes rentrent chez elles, il ne se passe absolument plus rien. Sur la deuxième question, auprès des pouvoirs publics, nous assez logiquement on a cherché à rencontrer les entités principales de santé autour de nous, c'était la sécurité sociale, l'ARS. Là on s'est très vite confronté à un problème, c'était que ils ne sont pas dans la même unité de temps que nous. C'est la première réaction, ce que vous faites c'est génial. Donc on est content. Et revenez dans 6 mois quand vous aurez des résultats, que vous aurez fait une étude et montré que ça marche. Donc 6 mois après on retourne, c'est toujours génial, mais par contre il ne se passe rien après. Donc l'idée c'est de faire à côté, et c'est de se dire, prendre conscience qu'ils bougeront sûrement les derniers, et de trouver les moyens pour que nous on continue d'avancer le plus rapidement possible, et qu'ils prennent le moment venu conscience que ça peut vraiment apporter un plus dans la prise en charge, et en plus leur faire des économies importantes, quoi. Donc c'est pour ça que BIM aujourd'hui c'est pas un dispositif médical, c'est un outil d'entraînement du mouvement. Et en tout cas ça le deviendra sûrement, mais aujourd'hui c'est un outil d'entraînement du mouvement. Ça pose pas de problème pour des gens d'acheter un outil d'entraînement du mouvement, et ça pose pas de problème à un médecin. Là, c'est un peu pompeux d'expliquer le biofeedback en 5 minutes. Quand on voit un médecin MPR, on n'a même pas besoin de lui expliquer. Pour lui, c'est une évidence que les gens doivent être pris en charge de cette manière. Et l'enjeu, c'est vraiment de réussir à faire simplement pour n'importe qui. Et l'enjeu de la discussion avec la sécurité sociale, c'était éventuellement d'être attaché à une nomenclature pour être pris en charge financièrement. On n'en était pas jusque-là. L'idée, c'était en fait on partait un peu de zéro, on les a rencontrés très tôt, et c'était en fait d'anticiper tout ça. Et de se dire qu'est-ce qu'il faudrait que nous, on mette en place très en amont du projet pour, au final, l'avoir dans 1, 2, 3, 4 ans, quoi. Et en fait, on a très vite abandonné. J'avais une question. Quand on touche à la rééducation, quel est le lien? Vous n'avez pas évoqué le lien avec le médical dans les protocoles que vous élaborez. Oui. Alors là, on a présenté vraiment l'impact de la solution sur la dépendance des personnes chez elles. L'outil BIM, il est complètement transversal. C'est-à-dire qu'il y a une version pour les thérapeutes, les structures de soins, les kinés, toutes les professions qui sont à même de concevoir des protocoles spécifiques pour les personnes. Et cette application-là, cette version pour les thérapeutes, elle communique directement avec la version pour les particuliers. Donc les particuliers, ils ont une version de l'application qui est téléchargeable avec des protocoles standardisés qui sont pré-rentrés. Mais la force de l'outil, c'est de favoriser la personnalisation des protocoles et l'entrée du thérapeute dans la prise en charge. C'est-à-dire que le particulier a son application. Par contre, il est invité dans l'application à solliciter son thérapeute pour avoir un protocole entièrement spécialisé par rapport à sa pathologie, à sa prise en charge. C'est assez variable en fonction des pathologies
prise en charge. Un parkinsonien n'a pas de limitation fonctionnelle et donc est à même de réaliser des protocoles standardisés assez variés qui sont déjà dans l'application. C'est différent pour les cas où on montrait des cas d'AVC avec des très faibles motricités. On a besoin de concevoir des protocoles plus spécifiques. Et là, en fait, ces gens-là, ils passent tout le temps dans les structures de soins avant de rentrer chez eux. Et l'idée, c'est qu'en structure de soins, il y a un besoin de maximiser le temps d'autorééducation, que donc les thérapeutes créent les protocoles spécialisés en structure de soins. Et quand la personne rentre chez elle à son domicile, l'application particulière, elle, intègre tous les protocoles qui lui avaient été conçus en structure de soins, ses progrès, son observance, sa régularité. Et ça devient un support pédagogique quand je retourne voir mon thérapeute en structure de soins. Il y a une problématique qui est très générale dans l'univers santé ou paramédical, et enfin, BIM est un exemple, mais la multiplicité des contacts que vient de suggérer Romain avec différentes instances, les centres de rééducation, la sécurité sociale, montre qu'on ne sait jamais justement, enfin on a toujours cette interrogation sur est-ce qu'on doit se positionner dans l'univers médical ou à sa marge. L'avantage d'être dans l'univers médical, c'est qu'on est potentiellement entraîné derrière par une machine extrêmement puissante de prescription et surtout de solvabilisation de la demande, puisque le Graal dans cette affaire-là, c'est évidemment d'être remboursé ou partiellement remboursé ou pris en charge par la sécurité sociale. Mais par contre, les obstacles à franchir pour en arriver là sont considérables et ralentissent énormément la marche des entrepreneurs et peuvent complètement faire capoter leur prise de pied sur le marché. Du coup, il y a ces approches un peu par le côté où on va commencer justement à jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire bien prendre garde à être très vite en contact avec des particuliers pour vérifier que le produit leur convient, que ça leur rend un service, qu'il est bien designé. Et pour ça, je dirais plus on est médical, plus c'est compliqué, parce que le médical va justement compliquer l'accès aux particuliers, puisque précisément on rentre dans des considérations de santé, voire de vie et de mort, et du coup les normes se durcissent énormément en fait. Et je pense que, alors, comme les systèmes de santé sont très différents d'un pays à l'autre, les manières d'accueillir l'innovation, de pouvoir tester très vite des nouveaux dispositifs, des nouvelles approches, sont forcément différentes suivant la nature du système de protection sociale, suivant le fonctionnement et l'organisation des établissements de soins ou des professions libérales en santé. Je dirais qu'en France, on est encore à l'aube de cet effort-là pour rendre le système plus accueillant par principe. Et ce que disait Romain, c'est pas pour pointer du doigt, mais c'est l'état de l'organisation d'une institution comme la sécurité sociale, c'est que bien sûr on exprime de la bienveillance, bien sûr on fait immédiatement du calcul économique et on voit très bien que le service rendu va pouvoir sur le long terme réaliser des économies. Par contre, on ne s'est pas engagé des chantiers de long terme pour préparer l'arrivée d'une nouvelle approche, d'un nouveau dispositif. Et jusqu'ici, on n'a pas vraiment encore de recette miracle. D'où la démarche progressive qu'on défend ici, c'est-à-dire d'abord prendre conscience que ça existe, s'interroger sur reconsidérer l'intérêt du patient, faire en sorte que l'État se mouille un peu, y compris en finançant une partie de l'innovation. Tout ça, c'est une manière de mettre en alerte cette grande machine technocratique qu'est le système de santé. Et tant que les conditions ne sont pas réunies, c'est plutôt mieux de ne pas rentrer trop dans la santé et de rester dans le périmètre complémentaire qui est le bien-être. Voilà. Antoine, toi, tu as été confronté à la régulation, ouais, enfin à des problématiques un peu similaires. L'aide à domicile, explique-nous un peu comment c'est régenté, encadré. Nous, pour l'aide à domicile, on a dû faire face au fait que ça a changé complètement de mode d'autorisation depuis cette année. Donc on a obtenu notre autorisation auprès du département et non plus un agrément auprès de la région. Ça nous a permis, ça nous permet aujourd'hui de pouvoir être prestataire sur toute la ville de Paris, mais aussi de pouvoir être mandataire. Et ça, on a dû passer par une autre plateforme. Donc, c'est pas, je dirais que ce n'est pas aussi lourd que pas mal de choses qu'on nous demande vraiment purement dans la santé.
Ce qui est lourd pour nous, c'est qu'après, en termes en termes d'accélération, de croissance, quand on va vouloir rentrer sur des nouveaux départements, on va encore devoir rentrer sur de nouvelles démarches et sur de nouveaux interlocuteurs sur le terrain. Aujourd'hui, c'est sûr que l'aide à domicile telle qu'elle est organisée sur le territoire, elle est organisée de manière avec une vision très locale. Elle est organisée autour d'acteurs qui sont souvent des acteurs associatifs, qui sont dans des logiques qui sont très différentes, qui sont dans la volonté de donner un service aussi qui n'est pas du même ordre. Et dans ce cas-là, en plus, ça les rend confrontés à des offres concurrentielles qui sont des offres privées. Et tout ça fait que voilà, le secteur a des problématiques très très différentes d'une ville, de la ville à la campagne ou même à l'intérieur de l'Île-de-France où il ne va pas du tout y avoir les mêmes idées sur l'aide à domicile dans le 93 que dans le 92. Et donc voilà, c'est vrai que ce qui est vraiment la multiplicité des acteurs avec lesquels on va devoir discuter pour pouvoir proposer nos services est très très importante. Et en tout cas, une bonne pratique dans ces approches-là, c'est toujours de ne pas s'enfermer dans un dialogue avec des interlocuteurs institutionnels. Il faut toujours garder un pied directement sur le marché auprès des particuliers, quitte à leur proposer le produit gratuitement d'ailleurs, mais à condition que ce produit ne soit pas barré à l'entrée du marché par des réglementations liées à la sécurité ou à la sûreté des personnes. Pour vous montrer que tout ça nous paraît acquis et évident, mais la médicalisation de la prise en charge de la dépendance emporte l'application d'un certain nombre de normes qui répondent aux principes de précaution. Mais il y a un autre univers qui, lui, n'est absolument pas du tout réglementé, qui est la garde d'enfants à domicile, où là, vous pouvez recruter absolument n'importe qui, lui confier vos enfants toute la journée, et l'État ne va pas chercher à s'immiscer pour vérifier que cette personne a le bon diplôme, qu'elle est bien référencée, etc. Or, il n'y a absolument rien d'évident là-dedans, de prendre énormément de précautions pour la prise en charge d'une personne en situation de dépendance et pas du tout de précautions pour la petite enfance. Il y a probablement plus de précautions à prendre pour la petite enfance et des précautions plus compatibles avec les modèles innovants pour les situations de dépendance. J'avais une question pour le service Roger. Je ne suis pas certain d'avoir compris l'étendue du service, c'est-à-dire quand je reçois... si je suis malentendant et que quelqu'un parle, ici, ouais. Ça le retranscrit en écrit. Moi ensuite, comment je fais? Est-ce que j'écris et ensuite ça le retranscrit en vocal pour qu'il puisse y avoir une conversation? La deuxième question, c'est du coup, quelle est la différence avec les logiciels qui existent déjà de transcription de la voix en écrit et éventuellement de l'écrit en voix? Et du coup, la troisième question qui découle de ça, quand j'ai entendu ça, en fait, je me suis dit que ce que vous faites, c'est un peu comme ces logiciels, mais sans doute encore mieux. Et c'est ce que je pensais un peu par rapport aussi au service BIM, qui fait de la rééducation, mais que ça peut aussi être de l'amélioration de la condition physique. Finalement, est-ce que dans le traitement du handicap ou de la dépendance, vous n'êtes pas en train de traiter un problème qui est plus important et plus fort que celui que peuvent avoir des gens, on va dire, bien portants, si le terme peut être utilisé. Et du coup, est-ce que vos services, une fois qu'ils ont atteint un stade d'utilisation, peuvent basculer en mass market de manière beaucoup plus performante que ce qui existe déjà? Je me retrouve dans une situation où moi je peux parler de vive voix, d'autres ne peuvent pas. Donc on écrit et on utilise la synthèse vocale. Lorsque j'écris « Bonjour, comment allez-vous ?» il y a une voix qui reprend ça pour que vous l'entendiez au téléphone. D'accord, ouais, c'était ça ma question. Voilà, merci. Et l'autre question, c'était en quoi c'est différent des logiciels de transcription qui existent déjà? Enfin, moi, mon sentiment, c'est que c'est encapsulé dans l'expérience téléphonique, de sorte que c'est transparent pour l'interlocuteur. Mais en quoi c'est différent des logiciels de transcription qui sont déjà sur le marché? Oui. Notamment, ils ne font pas la transcription ou la synthèse vocale dans un contact téléphonique. C'est assez complexe, en fait, l'environnement télécom, parce que c'est un vieil environnement
Et on est en train de traverser les frontières entre le numérique et le télécom. Et donc, les opérateurs ne veulent pas trop s'aventurer là-dedans. C'est compliqué. Donc, nous, on est vraiment un des rares à faire ce service. Oui, l'une des raisons, et c'est intéressant comme conclusion, c'est que les opérateurs ne veulent pas faire ce service parce qu'ils considèrent que c'est un segment de niche et ça déclenche chez eux systématiquement un réflexe caritatif sur lequel Olivier insistait tout à l'heure en montrant que le handicap est tout de suite confondu avec le caritatif. Et donc les opérateurs se disent, bon, bah, à la limite, ça va être mes bonnes œuvres, je vais subventionner une version du service téléphonique qui va convenir aux personnes sourdes. Mais je ne vais pas en faire un modèle économique, c'est juste de la RSE, si vous voulez. Et le message qu'on a voulu porter ce soir, nous, c'est que non seulement ces nouveaux modèles de prise en charge des situations de dépendance peuvent donner lieu à des modèles d'affaires qui sont profitables, qui peuvent grandir à grande échelle, mais en plus, on sait déjà les ébaucher en quelque sorte, et la seule chose qui nous empêche d'en profiter, y compris au-delà des personnes en situation de dépendance, c'est les obstacles juridiques et financiers et culturels qu'on a documentés ce soir. Mais sur le mass market, enfin moi, je ne sais pas pour vous, mais je trouve que depuis une quinzaine d'années, l'expérience de téléphoner est une expérience qui s'est dégradée de façon absolument vertigineuse. Ça devient très difficile de bien entendre ses interlocuteurs, de se faire entendre de ses interlocuteurs, puisqu'on passe sur IP maintenant, la qualité est énormément dégradée par rapport aux conversations téléphoniques qu'on avait dans les années 80-90. Avec le téléphone portable, on est de plus en plus dans des environnements bruyants, etc. Si ça se trouve, et il y a un scénario qui est la disparition tendancielle des conversations vocales et précisément l'intermédiation d'outils tels que Roger Voice qui vont permettre enfin de mieux se comprendre quand on fait des conférences calls. Je serais heureux de faire une démonstration après. Mais en gros, les alternatives par rapport à ça, c'est utiliser des transcripteurs, des traducteurs humains. Les États-Unis dépensent plus d'1 milliard de dollars par an aujourd'hui pour avoir ces services aux États-Unis. Donc ils étudient actuellement ma solution aujourd'hui pour voir en quoi ça pourrait apporter un plus, non seulement une réduction de coûts, mais aussi une fusion à plus grande échelle. Parce que les transcripteurs humains ne sont pas forcément disponibles 24 heures sur 24, à tout moment. Et c'est pas privé, je veux dire, vous avez toujours un interlocuteur tiers lorsque vous souhaitez parler à votre chérie, vous parlez des informations confidentielles du travail. Donc, il y a plusieurs atouts. Et non seulement ça, comme c'est tellement cher, c'est l'État qui doit prendre ça en charge. Ça peut être appliqué État par État, encore avec beaucoup de ressources, beaucoup d'efforts. Je suis très très content que la France a passé ce cap cette année et que ça sera mis en place prochainement. Après, il faut bien se dire qu'il y a plus de 70 millions de personnes sourdes et malentendantes dans le monde qui ne peuvent pas téléphoner. Qu'est-ce qu'on fait en Espagne, en Italie, en Roumanie, en Pologne, etc. Donc, je pense que l'innovation a un vrai potentiel pour apporter un changement et donner plus d'autonomie à ces personnes. Et ça peut également se transformer dans d'autres univers de votre vie. Aujourd'hui, vous le voyez bien, il y a de plus en plus d'usage de Siri. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que vous pouvez conduire et laisser un message, vous êtes toujours distrait. Alors, on peut discuter si c'est bien ou pas bien d'être toujours distrait, mais il y a beaucoup d'applications en reconnaissance vocale qui pourront voir le jour dans des domaines qui ne sont pas forcément liés à la dépendance ou au handicap. Le centre d'appel client pour mesurer le sentiment analysis, savoir si le client est content ou pas. Ça, c'est du moment que la voix est transformée en données, il y a beaucoup de choses à faire avec tout ça. Très bien. Merci beaucoup pour votre attention. Que l'enfant